Bienvenue dans ce module de la masterclass Traverser les crises que je consacre aujourd'hui à la lecture d'un passage particulier du livre de Michel Maffezoli, L'ère des soulèvements, qui évidemment est d'actualité étant donné les récents événements en France et notamment les manifestations faisant suite à l'imposition par le truchement de l'article 49.3 par le gouvernement, donc court-circuitant la représentation nationale de la réforme des retraites. Ces soulèvements, ça fait un moment que Michel Maffezoli les a annoncés. C'est un très fin observateur de l'ère du temps depuis un certain nombre de décennies maintenant. Et c'est vrai qu'on pouvait ça et là entendre des commentaires ironiques. Où sont les soulèvements dont il parle ? Eh bien, voilà, ils sont en train d'advenir. Et pour moi, tout l'intérêt de cet ouvrage qui a été publié en 2021, tôt, est qu'il rassemblait les compréhensions éclairées que nous pouvons avoir aujourd'hui quant à ces processus. Alors, il convient pour expliciter ce que je viens d'énoncer, de resituer Michel Maffezoli dans le courant de la pensée contemporaine française. Anciennement titulaire de la chaire Durkheim en Sorbonne, membre de l'Institut universitaire de France, Michel Maffezoli est l'héritier d'une tradition qui remonte jusqu'à Gaston Bachelard à travers Gilbert Durand, que l'on a appelée l'anthropologie de l'imaginaire. De quoi s'agit-il ? Il y a dans toute société une relation au monde qui nous permet de subsister et de nous reproduire, ce qu'on appelle techniquement l'infrastructure. Puis l'être humain échafaude des systèmes sociaux, les systèmes de parenté, les systèmes politiques, les systèmes de droit, et puis les systèmes religieux. Et puis vous avez le monde des idées, de l'imaginaire, de l'idéologie, la vision du monde qui change d'une culture à l'autre, d'un peuple à l'autre, et qui évolue en permanence au travers du temps. Et c'est un vieux débat, un peu un serpent de mer, de savoir qu'est-ce qui prédomine dans ces trois niveaux, et notamment dans ce qui produit les structures sociales. Alors un courant matérialiste et marxiste part du principe que c'est plutôt le matériel qui est prédominant. Un courant idéaliste ou platonicien part du principe que c'est plutôt l'immatériel, donc les systèmes de sens et de croyances qui tendent à définir le reste, sachant qu'il y a toujours beaucoup d'arbitraire dans les systèmes sociaux. Et ce courant de l'anthropologie de l'imaginaire que j'évoque maintenant, grâce notamment aux travaux fondateurs de Gilbert Durand, a montré qu'en fait, il y avait un trajet anthropologique qui parcourt cette échelle d'un niveau à l'autre et avec ce qu'on pourrait appeler des boucles de rétroaction, pour reprendre des termes courants dans la philosophie de la complexité, entre ces différents niveaux. Donc aucun n'est impérialiste au point de subsumer les deux autres, mais il peut y avoir effectivement des influences très fortes. Et en fait, Bachelard avait pressenti dans son génie épistémologique, mais aussi son ouverture au sensible, à l'esthétique, à la poésie, qu'il y avait tout un ensemble de patrons ou de formalisations qui existaient dans l'imaginaire et qui pouvaient avoir un très fort impact ou effet de surdétermination d'un certain nombre de processus. Alors, pour vous parler d'une situation qu'on aura tous à l'esprit, par exemple, il apparaît aujourd'hui que le SARS-CoV-2 était d'une gravité bénigne. Les Lockdown Files en Angleterre ont montré que le gouvernement britannique était informé dès le mois de mars 2020 que la dangerosité réelle du SARS-CoV-2 ne justifiait aucune mesure de contrainte et ne justifiait aucunement une politique éventuelle d'injection immunogène généralisée. On voit que ces données d'emblée rassurantes n'ont pas été suivies d'effet. La bonne réponse sanitaire, ça aurait été de ne rien faire, sinon protéger les personnes à risque et demander aux personnes malades de rester chez elles. C'est ce que la Suède a fait. La Suède qui aujourd'hui a le meilleur bilan de toute l'Europe dans sa gestion de la crise sanitaire. Donc je dirais, sur le plan objectif et infrastructurel, il y avait un nouveau virus relativement bénin. Et qu'est-ce qui a conduit à la psychopandémie totalement déraisonnable, hystérique, anxiogène qui a été vécue dans nos pays ? Eh ben, c'est bien la superstructure. Et notamment le fait que nous avons tous à l'esprit les résidus mnésiques des grandes épidémies du passé tueuses. Et combien de fois a-t-on entendu sur les plateaux télé des experts, soi-disant, dire que nous n'avions rien connu de tel depuis la grippe espagnole ?
Grippe espagnole qui, rappelons-le, a tué des dizaines de millions de personnes, en particulier des gens âgés de 30 à 50 ans. Et donc, ces experts, avec tous les guillemets d'usage, venaient nous raconter que le SARS-CoV-2, qui n'a rien changé à la mortalité et à l'espérance de vie de quiconque en dessous de 70 ans, était du même ordre de gravité que la grippe espagnole. Et donc, c'est qu'il y a eu un emballement sur la base de représentations imaginaires. Et tout ce courant de l'anthropologie de l'imaginaire essaye de décrypter, au-delà des phénomènes matériels observables, qu'est-ce qui est en train d'organiser le champ de conscience collectif. Alors pour ceux et celles que ça intéresse, et vraiment je le recommande, le directeur de thèse de Michel Maffezoli a été Gilbert Durand, qui, un philosophe et anthropologue, a écrit des livres remarquables. L'imagination symbolique, c'est très simple, c'est publié aux presses universitaires de France, mais vraiment ça vaut le détour, c'est un très très bon résumé, c'est un texte déjà ancien qui n'a pas vieilli. Je vous recommande évidemment aussi les structures anthropologiques de l'imaginaire qui viennent d'être rééditées chez Armand Collin, et qui alors est un pavé d'intelligence. On se sent devenir plus intelligent à chaque page, et c'est un survol magistral des formalisations imaginaires de l'être humain à travers l'espace et le temps. Et pour ceux qui auraient envie de creuser de manière plus spécifique, l'introduction à la mythodologie, Mythes et société de Gilbert Durand, où il décrit bien comment ces substrats mythologiques, imaginaires qui habitent notre conscience collective depuis des siècles se métamorphose et se décline en quelque sorte dans des phénomènes collectifs comme celui que nous venons de vivre. Et donc Michel Maffezoli est un des grands décrypteurs de ces courants souterrains, avec notamment une attention toute particulière au quotidien. Parce que c'est souvent dans la trivialité, la banalité des formes de la vie quotidienne en société qu'on repère le mieux un certain nombre d'indices. Et donc ça fait déjà fort longtemps qu'il travaille à cette fin. Et c'est vrai que ce livre, L'ère des soulèvements, est tout à fait remarquable. De nouveau, il a été écrit il y a bientôt 2 ans, et à la lumière des événements en cours, cela donne un surcroît d'intelligibilité qui, en ce qui me concerne, est particulièrement important. J'ai publié plus de 300 articles au cours de ces 3 ans écoulés sur mon blog, qui ont été lus par 35 millions de personnes. Donc, c'est dire s'il y a une appétence pour des grilles de lecture différentes que celles faisandées et corrompues présentées par les médias. Et d'emblée, j'ai insisté sur l'importance de l'intelligibilité comme facteur de résilience, ou ce qu'on appelle techniquement de salutogenèse. C'est-à-dire qu'en l'occurrence maintenant, où tout a l'air de péter, si vous avez conscience de ce dont il s'agit, si vous avez des clés de lecture, si vous avez une compréhension de l'état de tension dans lequel nous sommes, avec une perspective longitudinale sur ce qu'il est probable qu'il advienne, évidemment que ça permet de rencontrer la réalité avec plus de sérénité, plus d'intelligence, plus de lucidité. Et donc, vous savez que je propose de semaine en semaine une revue d'actualité dans laquelle je porte à la connaissance de ceux qui seraient intéressés les dernières nouvelles du front, étant entendu que les médias aujourd'hui ne sont plus que des caricatures, des espèces de morts-vivants complètement assujettis à la propagande des pouvoirs mafieux et véreux internationaux. Par contre, quand on prend la peine de regarder ce qui se passe aux 4 coins du monde, et il y a des terrains où vraiment ça bouge fort, comme aux États-Unis ou en Angleterre, eh bien on peut vraiment voir les motifs de ce que nous allons évoquer maintenant. Cette masterclass, Traverser les crises, est une masterclass que j'ai conçue pour accompagner les personnes avec des clés de lecture différentes que celles de l'actualité, et donc du fait de l'importance de ce que je vais partager aujourd'hui, du travail de Michel Maffezoli, je la rends disponible gratuitement à tout le monde sur YouTube. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important ? Parce que Michel Maffezoli identifie depuis des décennies le fait que nous sommes à un moment très sensible de l'histoire de l'humanité et de notre civilisation, qu'il décrit comme étant un changement d'époque. Une époque, c'est quoi ? C'est une grande séquence collective qui dure plusieurs siècles et où une façon de voir le monde s'installe progressivement, bouleverse et remplace ce qu'il y avait auparavant, de nouvelles élites prennent les commandes, et dans un premier temps, il y a une adéquation entre la puissance populaire, le pouvoir instituant, la puissance instituante, et les élites qui sont portées au pouvoir, le pouvoir institué.
Et puis ces époques se déploient, se développent, vivent un certain nombre de péripéties, permettent un certain nombre de progrès, mais elles sont elles aussi mortelles, comme le disait Paul Valéry au sujet des civilisations. Et aujourd'hui, nous sommes dans la fin de l'époque moderne avec toute l'idéologie qu'il a fondée, et à la fin des époques, nous renseigne Maffezoli, il est naturel qu'il y ait un effondrement des valeurs, mais aussi des états de panique et d'hystérie, voire de paranoïa qui se développent au sein des élites, celles qui avaient le pouvoir de faire et de dire, et qui se rendent bien compte que leur temps est compté, que le monde est en train de changer et qui, dans des espèces de baroudes d'honneur, agissent des stratégies de la peur pour terroriser la population et, dans une espèce de fuite en avant, veulent aller toujours plus loin dans ce qui précisément est en train de disparaître. Et la lecture que je vais faire maintenant de ce chapitre de l'ère des soulèvements, qui s'appelle « Du bal masqué à la danse macabre », un totalitarisme intégré, permet de mettre en lien ce que nous avons vécu avec la crise sanitaire et le moment de flambée actuel, où on voit qu'il y a effectivement un soulèvement qui est en travail, mais même aussi en manifestation. Alors je vais abondamment citer le travail de Michel Maffezoli et des passages de ce livre, mais je vais aussi les commenter à la lumière d'un ensemble d'éléments d'actualité et d'autres savoirs ou connaissances que j'ai grappillés au cours de ma carrière. Le point de départ, et peut-être que j'ai juste lire 2 paragraphes ouvrant ce chapitre, il est celui-là. Un monde entièrement stérilisé, écrit Maffezoli, promouvoir une vie sans microbes, ce qui, bien entendu, induit la nécessité de se laver les mains le plus souvent possible, de développer les gestes barrières et la distanciation sociale, le tout selon l'injonction connue pour votre protection. Voilà bien l'objectif de l'oligarchie au pouvoir et de sa macabre fantasmagorie. Répéter ad nauseam de telles recommandations et autres impératifs catégoriques soulignent bien ce qu'est en vérité la société de contrôle qui risque de s'imposer à tous et à tout un chacun. N'est-ce point cela que d'une manière prophétique, Michel Foucault, le grand philosophe, avait nommé la domestication. Et donc, cette tentation totalitaire et de l'hypercontrôle, qui est un trait paranoïaque, individuel et collectif, on voit bien qu'il est en germe, on voit bien que la Chine ouvre la route vers le crédit social, on parle de monnaie numérique qui permettrait évidemment de couper les vivres à tout un chacun à n'importe quel moment d'un clic, comme le gouvernement canadien l'a exercé sur les routiers qui manifestaient contre une politique destructrice et aberrante. Donc ça, si vous voulez, c'est la tendance de l'époque finissante de la modernité. Et on voit effectivement que, notamment, les protagonistes de la domination médiatique, c'est-à-dire tous ceux qui nous inondent d'un discours fallacieux depuis des années, s'emploient à justifier toutes ces règles qui sont absolument injustifiables. Parce qu'elles ne sont prévues dans aucun plan pandémie, parce qu'on voit que les pays qui les appliquent génèrent des dégâts et ont beaucoup moins de succès contre l'épidémie que les pays qui ne l'appliquent pas. Mais ils sont vraiment acharnés au fait de vendre cette fiction, ce simulacre de réalité, d'une manière qui accessoirement a rendu extrêmement difficile toute rébellion contre le totalitarisme en train d'héberger. Donc là, on est nombreux à se réjouir du fait qu'à la faveur de la loi sur les retraites, il y ait une réaction du corps social, mais en toute franchise, cette réaction, elle aurait dû avoir lieu il y a 3 ans, et sur des violations beaucoup plus graves que la question de la réforme du régime des retraites. Et paradoxalement, le déterminisme des oligarques au pouvoir suscite une crise économique. Il y a actuellement une destruction de l'économie des pays d'Europe, de l'Ouest, orchestrée par ceux qui ont imposé cette panique sanitaire déraisonnable et les États-Unis qui, c'est un secret de polichinelle, ayant détruit le gazoduc Nord Stream, ont coupé l'approvisionnement en énergie de toute l'Europe qui aujourd'hui se retrouve prise à la gorge. Donc on pourrait dire que c'est un paradoxe. Ce sont des oligarques et des grandes puissances financières qui créent une crise économique.
Mais ça n'est pas tout à fait un paradoxe pour deux raisons. D'abord, c'est que les plus fortunés tirent abondamment les marrons du feu. Alors on le voit par exemple en France, où Bernard Arnault, première fortune de France et une des principales au monde, s'est enrichi de manière éhontée au cours des 3 années écoulées. Je dis éhontée, c'est pas illégal, mais c'est éthiquement quand même assez puant. Et à la tête du Parisien, vous savez qu'aujourd'hui tous les oligarques ont leurs médias attitrés, un peu comme leurs danseuses en Espagne, eh bien ne cessent de promouvoir cette idéologie fallacieuse. Donc on voit qu'il s'enrichit éhontément et il fait tout pour que surtout on ne revienne pas en arrière. Et en fait, l'objectif réel de cette crise, probablement est en partie d'assainir un système financier qui de toute manière est complètement brinque-ballant et dysfonctionnel à maints égards, mais aussi de susciter une domestication stricte des masses. Donc de réduire la population à la passivité et le fait qu'elle soit juste soumise, sans pouvoir d'agir ou de réagir, à la direction qui est prise. Et évidemment, souligne Maffezoli que cette stratégie de la peur est on ne peut plus perverse. Perverse, c'est-à-dire étymologiquement par des voies détournées, fourbes. C'est-à-dire qu'on utilise la crainte du chômage, de l'appauvrissement, des traites à payer, pour mettre au pas le peuple et lui faire passer toute envie de se rebeller. Et donc on est dans ce moment de tension maximale où il y a cette tentation de domestication et même d'asservissement, mais il y a aussi quelque chose qui s'exprime de manière de plus en plus sonore, et ça va continuer bien sûr, dans l'instinct, dans la voix de l'instinct populaire, dans ce moment de décalage, de discrépance, de divergence entre la puissance instituante qui est la population et le peuple, qui est le souverain dans un régime démocratique, et le pouvoir institué qui lui aujourd'hui ne sert plus les intérêts de la population et au contraire les attaque de manière frontale. Et donc le pouvoir, pour arriver à cette fin, utilise tout un ensemble de tactiques et de stratégies, comme toujours, avec comme pente générale, ai-je envie de dire, celle de diviser pour régner. Les tactiques, on les a vues, c'est la mascarade généralisée, le fait de faire porter un masque qui ne servait à rien sur le plan sanitaire, mais qui par contre évidemment anonymisait le citoyen et le privait de sa dignité en portant atteinte à son intégrité corporelle, mise à distance de l'autre, imposition de toutes sortes de règlements, des barrières en plexiglas, des lignes à suivre sur le sol, vous n'avez pas le droit de passer tel côté de la ligne, interdiction des rassemblements et manifestations de rue, etc. Et Maffezoli souligne que ces tactiques sont au service d'une stratégie à long terme qui passe par l'isolement de chaque individu, couper les liens sociaux fondamentaux, c'est typique des dérives totalitaires, une uniformisation galopante. Avec un masque sur la tronche, on se ressemble quand même beaucoup plus que sans masque sur la tronche, et une infantilisation de plus en plus importante. Il ne vous aura pas échappé de remarquer à quel point les gouvernants nous parlent comme à des bobets ou à des enfants en bas âge. Vous savez, ce langage bébé insupportable, gouzou gouzou, il est joli le bébé, c'est vraiment comme ça que nos soi-disant élites nous ont parlé au cours des dernières années. Et ceci afin de conforter un pouvoir de plus en plus abstrait. Alors, cette tactique et cette stratégie du pouvoir oligarchique s'emploient dans un monde en apparence non totalitaire, et Macron lui-même a osé le dire, ceux qui osent dire qu'on est dans un système totalitaire, qu'ils aillent dans un système totalitaire pour voir comment c'est. À ce stade, on n'a plus besoin d'y aller, le système totalitaire est venu à nous, mais donc, cette domination totalitaire est amenée, est apportée couche par couche, tranche par tranche, étape par étape. Et c'est bien l'objectif ultime et intime d'un État de plus en plus obèse et de plus en plus assujetti à des intérêts crapuleux. Alors tout ça, évidemment, repose sur une possibilité de spectaculariser la réalité et d'entrer dans ces formes de simulacres
dont ont parlé tout un ensemble de penseurs avec lesquels Maffezoli a beaucoup interagi et dont il était proche. Je pense évidemment à Jean Baudrillard et ses concepts du simulacre et de l'hyperréalité, et Guy Debord avec sa société du spectacle. Et Debord montrait qu'en fait, dans les deux formes du spectaculaire, que ça soit concentré comme dans le nazisme ou le stalinisme, c'est-à-dire d'une très grande densité, et la narration s'affranchit du réel. Pour en donner un exemple, Solzhenitsyn rapporte comment, à l'époque stalinienne, évidemment qu'il était inconcevable que les idées et le plan stalinien ne soient pas parfaits. Et donc, alors même que toute l'agriculture était très désorganisée par des plans absurdes faits par des bureaucrates, il y avait des famines, des mauvaises récoltes régulières. Mais comme le système ne pouvait pas envisager que c'était sa désorganisation ou ses dysfonctionnements qui concouraient à ce résultat, il avait besoin d'une autre explication qui était qu'il y avait des contre-révolutionnaires bourgeois qui sabotaient les plans de Staline, et donc les responsables des régions agricoles concernées partaient en camp, en goulag, pendant un certain nombre d'années, étaient remplacés par d'autres. Donc ça c'est, je rigole, c'est pas drôle évidemment. Ça c'est la première forme de spectaculaire, dense, et puis il y a un spectaculaire diffus, ce qu'on trouve dans le libéralisme, mais qui crée une fiction de réalité tout aussi prégnante et tout aussi dense, donc tout aussi apte aussi à faire illusion aux yeux de tous ceux qui n'ont accès qu'au discours officiel. Je cite Maffezoli. « Le spectaculaire du pouvoir médiatique, celui de la technocratie et des divers experts leur servant la soupe. Le tout, bien sûr, s'appuyant sur une science tout à fait désincarnée, science n'étant plus qu'une industrie soi-disant scientifique. Ce qui donne une nouvelle caste, celle des scientistes, qui sont avant tout ce que l'on peut appeler des savants de commerce ou des représentants de commerce, légitimant l'oligarchie en lui fournissant en bons commerciaux les arguments, les éléphants de langage et divers poncifs servant à endormir le bon peuple au moyen de leur solennelle futilité. Combien avons-nous vu ce bal des marionnettes, des pseudo-scientifiques mais qui étaient des diafoirus en puissance, c'est-à-dire que ce qu'ils disaient n'avait plus aucun lien avec la réalité, avec la science digne de ce nom, mais ils faisaient illusion, en tout cas ils l'ont fait pendant un certain temps. Et toujours dans un entre-soi. Parce qu'une caractéristique de ce genre d'élite, journalistes, politiques, experts, c'est qu'au fond, ils ont des nausées devant le peuple. Et Maffezoli cite une remarque prémonitoire de Guy de Maupassant dans La vie errante, décrivant une société délicate, une société d'élite, une société fine et maniérée qui d'ordinaire a des nausées devant le peuple qui peine et est dans la fatigue. Et donc, tenir à distance le peuple, qui à la fois risque de se soulever, mais en plus sent mauvais, c'est bien l'essence du totalitarisme. Maintenir la distance entre l'élite et le peuple, mais également imposer une distance entre les membres du peuple. D'où le saccage soigneux pendant la crise dite sanitaire de tous les liens de sociabilité et les clivages introduits par les polémiques comme autour des vaccins ou des masques. Et donc, dans la violence totalitaire, on voit émerger une étroite relation. Vous savez que le fascisme, c'est la collusion entre l'État et les grandes entreprises, donc on est en pleine dérive fasciste. Mais la violence totalitaire, c'est la relation étroite entre la technocratie et la bureaucratie. Et donc la technostructure se met au service d'un agenda qui est attentatoire aux intérêts et même à la santé de la population. Et donc, souligne Maffezoli, la mascarade généralisée, la distanciation, voilà les armes principales du Big Brother étatiste, qui, en aseptisant à outrance, suscite un climat irrespirable où, à court terme, il ne sera plus possible de vivre. Et ça, je crois que c'est vraiment ce qu'il faut retenir de ce qui nous est infligé depuis des années.
les élites au pouvoir, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, pas les meilleurs, hein, ceux qui se pensent et agissent comme les élites, s'étant monopolisé le pouvoir de faire et de dire, sont en train de créer un monde invivable pour tout le monde, sauf pour eux-mêmes. Donc on l'a vu par exemple dans la réforme des retraites, où les parlementaires se sont exemptés de ce qu'ils infligeaient aux autres. On l'a vu pendant la crise sanitaire, où les journalistes de BFM TV allaient banqueter avec des politiques dans un restaurant soi-disant fermé, alors que c'était interdit à tout le reste de la population et qu'ils le faisaient en cachette. Et donc, souligne Maffezoli, ceci empêche de vivre en syntonie avec la parentèle, les amis, les voisins, les proches. Syntonie qui détermine l'habitus au sens de saint Thomas d'Aquin, fondant toute vie sociale. Et c'est ça qui est attaqué. Et ce totalitarisme, de surcroît, s'arroge la prétention, et peut-être même l'ambition, de dénier le mal. On est dans la tyrannie du bien. On a traité les gens refusant de se faire injecter avec un produit expérimental d'assassins en puissance. Donc il y a vraiment cette idée de lutter contre le mal, avec bien sûr un renversement accusatoire, c'est-à-dire qu'en fait il s'attaque au bon sens et au discernement, bien sûr, mais même avec l'idée de lutter contre la mort, dans la dérive transhumaniste. Et là, Maffezoli touche du doigt vraiment une pierre angulaire de ce que nous avons vécu. C'est-à-dire que seule une société s'étant profondément aliénée dans sa relation à la mort peut avoir embarqué dans le délire collectif qui est celui que nous avons vécu. Je cite Maffezoli. Les principes pratiques de l'habitus, bien au contraire, ne s'emploient pas à dénier la mort, mais à s'ajuster, à s'accommoder tant bien que mal avec elle. Et pourquoi cela ? Tout simplement parce que cette accommodation, qui est une aptitude à s'adapter à ce qui est le fondement même de l'expérience ordinaire et du savoir incorporé qui en est issu. En bref, la sagesse populaire, que les élites arrogantes nomment populisme, sait que la tâche de l'espèce humaine est d'apprendre à mourir. Tâche qui concerne tout à la fois l'être individuel et l'être collectif, tâche qui fait la grandeur de l'humaine nature, et qui, sur la longue durée, a été au fondement de toute création digne de ce nom. Car c'est en sachant regarder en face cette mort inévitable qu'on est capable de vivre avec intensité la vie commune. Avec intensité et avec les bonnes valeurs, j'ai envie de dire. Celui qui, saisi du bris, se croit immortel, ne serait-ce que parce qu'il n'arrive plus à penser sa propre finitude, ne peut que devenir profondément malfaisant. C'est exactement ce qu'on observe. Et donc, c'est cette relation fondamentale à soi-même, à la vie, à la mort, que l'oligarchie tente de briser à travers toutes ces mesures attentatoires à notre dignité et à notre liberté qui ont été imposées. Et donc, les manières de penser et d'agir totalement aseptisées ne peuvent que conduire au délitement du lien social dans l'hystérie et les fantasmes de la psychopandémie. Et de surcroît, on se souvient tous de la période des Gilets jaunes, avant la crise sanitaire, on est obligé de relever le fait que le confinement et tout ce qui s'en est en suivi a été un moyen pour le gouvernement aussi de calmer la rue et de reprendre le pouvoir de manière extrêmement drastique. Et c'est là où il faut se souvenir aussi que la contestation du régime de réforme des retraites a commencé avant la crise sanitaire. Elle a été mise en pause pendant ce temps-là. Et à ce sujet, Michel Maffezoli relève qu'il s'agit d'une réforme tout à fait technocratique, typique, à prétention simplificatrice et universaliste, alors que les contestations traduisent surtout le fossé existant entre une prétention technocratique aussi lisse et sans âme qu'un devoir de Sciences Po, écrit Maffezoli, et la réalité concrète et symbolique que représentent les retraites dans une société très fractionnée. Et donc on voit là ce décalage, où Macron dit en substance
Alors il dit pas ça m'est imposé par les marchés financiers, mais d'autres le rappellent. Et puis que c'est une réforme qui, du point de vue de l'objectivité et de l'équité, n'est pas forcément dramatiquement scandaleuse. Mais ça, c'est la vision technocratique. La vision populaire, la bonne, c'est que c'est très important la retraite dans la vie de quelqu'un et qu'il y a des régimes sociaux qui ont été conquis au long des décennies, auxquels le peuple français est attaché, et que si on peut éventuellement en discuter, ça n'est pas par une manière forte imposée par le haut, par un espèce de tyranno qui ne se sent plus assujetti lui-même aux procédures de la République. Et donc voilà, j'ai envie de dire, la pierre d'achoppement aujourd'hui, mais, et ça encore c'est une contribution précieuse de l'ouvrage que je suis en train dont je suis en train de parcourir certains chapitres avec vous, c'est qu'au fond c'est un prétexte. L'heure est au soulèvement de toute manière du fait de ce décalage entre la puissance instituante et le pouvoir institué. La fracture entre le peuple et les élites est là, elle est de plus en plus visible, les élites se comportent d'une manière de plus en plus scandaleuse, sans scrupules et malhonnête, et donc de toute manière ça va péter tôt ou tard. Et le fait que ça soit sur les retraites ou autre chose, le régime des retraites a eu l'avantage de créer le consensus dans la population française qui n'a pas été créé autour de la mauvaise gestion de la crise sanitaire parce qu'on a fait peur aux gens avec précisément des fantasmagories. Là, le peuple se retrouve et donc, c'est le moment du clash. Et donc c'est important de bien comprendre, ce n'est pas une lutte des classes, ce n'est pas une révolution comme il y en a eu dans le passé où certaines couches de la population voulaient accéder au pouvoir, ou en tout cas en obtenir plus, c'est pas du tout ce à quoi nous faisons face. Il y a une manifestation par le peuple qu'il ne se sent plus représenté par ses élites, qu'il ne se reconnaît plus en elles, qu'il ne supporte plus ses malhonnêtetés et ses abus de pouvoir, et donc une volonté de dégagisme, sans forcément projet de société alternatif ou volonté de remplacement. Et ceci dans un contexte effectivement où l'épidémie a permis au chef de l'État de mettre en place des attributs de chef de guerre, état d'urgence, confinement, programmes spéciaux dans les médias qui ont fait bloc derrière lui au lieu de jouer leur rôle, répétant sur un ton macabre et autoritaire des instructions destinées à vider les rues avec le retour de Ausweis, de couvre-feu, enfin des choses qui vraiment appartiennent aux pages les plus sombres de notre histoire, encore une fois sans la moindre justification sanitaire. Et donc, ce conflit fondamental est là, il est inévitable, il se cristallisera sur ceci ou sur autre chose. Et puis, ce qu'on observe à la faveur de la répression insensée des manifestations, c'est qu'il n'y a plus d'autorité de l'État. Cet État qui devient autoritaire, abusif et fascisant, totalitaire, en réalité n'a plus d'autorité. Autorité, bien sûr, c'est pas l'autoritarisme, c'est pas la répression, c'est surtout pas le modelage des corps et des esprits, mais l'autorité de l'État, c'est la capacité de permettre à tous de se réaliser dans un destin individuel et collectif. C'était le sens de ce qu'on appelait le contrat social. Et la loi n'était censée restreindre éventuellement les libertés de chacun que dans la mesure où l'expression de cette liberté pouvait porter atteinte aux libertés d'autrui. Voilà, ça c'est vraiment le modèle politique dont on est issu, mais qui est désormais obsolète. Et donc, on voit qu'il y avait cette société individualiste, où il y avait les libertés individuelles et un ordre collectif qui interagissaient, dialoguaient, composaient. Mais aujourd'hui, on a, à travers les manifestations, une expression communautaire, c'est-à-dire la volonté de différents groupes liés par des liens émotionnels et affectifs d'être ensemble et de revendiquer des valeurs communes dont elles considèrent, à juste titre en l'occurrence, que les élites les ont abandonnées en cours de route. Et Maffezoli souligne, vous voyez de nouveau, c'est écrit début 2021, le fait que les forces de l'ordre dans les interpellations ne sachent pas doser la force témoigne avant tout d'un véritable affaiblissement de l'autorité de l'État. Et il rappelle qu'on sait que l'autorité dégénère en autoritarisme, sinon en violence,
quand il n'est plus légitimé précisément par la puissance populaire. Et là, il nous donne une clé de lecture tellement importante. Je cite, « Ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'il y a une profonde proximité entre les policiers de base et la plupart des manifestants. Et que dès lors, ne se sentant pas légitimes à empêcher la manifestation ou à la contenir, les forces de l'ordre usent d'une violence qui les dépasse eux-mêmes. » Voyez, c'est que l'impensable de cette situation où des forces de l'ordre sont censées réprimer des gens qui pensent comme eux, qui sont leurs semblables, est tellement compliqué que ça disjoncte, pour utiliser un langage un peu trivial, un ensemble de repères de contenance, de surmoi, dirait-on en psychanalyse, et en fait ouvre la porte au débordement. Et Dieu sait si on le voit ces jours avec les images que nous avons à disposition. Des forces de l'ordre qui traitent un SDF de sac de merde avant de le gazer. On est dans cette puanteur de la population et cette volonté de l'agresser. On a des exemples d'abus où des jeunes manifestantes ont été fouillées au corps par des policières allant jusqu'à intruser leur intimité avec des paroles ordurières. Donc on voit cette espèce de glissement, de dérapage extrêmement grave, hors des repères naturels, et aggravé a fortiori par le fait que même le ministre de l'Intérieur, celui qui dit à des journalistes « femmes, ça va bien se passer », il ose prétendre sur des chaînes de télévision que le fait de manifester sans autorisation est un délit, ce qui est faux, juridiquement. Et là, on voit cette élite qui n'a plus la moindre borne, sans faire de mauvais jeu de mots. C'est-à-dire qu'elle jouit de sa toute-puissance paranoïaque dans le sens où peu importe ce qui est écrit dans un code, si ça sert à mes intérêts, je vais l'invoquer, et si c'est contraire à mes intérêts, je vais nier l'existence du code et dire une vérité parallèle, une vérité alternative. Et donc nous sommes dans une déliquescence profonde de notre état de droit. On a vu qu'en France, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, qui sont tous des participants, des copains et des coquins, aurait dit une autre personne en un autre temps, mais vous voyez, ne jouent plus du tout leur rôle au service de la population, mais quand par ailleurs tous les derniers chefs d'État en France ont été condamnés et sont des repris de justice, la seule exception c'est François Hollande, le pauvre qui a été dépassé avant même d'entrer en fonction. Mais, je veux dire, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, Mitterrand, si il avait bénéficié de moins de mensuétudes, les écoutes illégales qu'il avait fait exercer sur plus de 3000 personnes lui auraient valu une condamnation. Donc on a des chefs de l'État qui sont des repris de justice et des groupes qui sont censés être les garants constitutionnels et politiques de l'ordre juridique et de l'état de droit qui eux-mêmes participent allègrement au banquet. Et donc, les règles telles que les appliquent les élites ne sont plus ressenties comme légitimes par le peuple. Et Maffezoli, bien sûr, revenant sur la question du changement d'époque, souligne « Nous changeons d'époque et les valeurs qui fondaient l'être ensemble ne fonctionnent plus, ne rassemblent plus. Elles sont devenues des coquilles vides, de pures incantations, notamment le triptyque « Liberté, égalité, fraternité ». Qui peut encore croire qu'Emmanuel Macron, son gouvernement, l'Assemblée nationale ont à l'esprit une allégeance quelconque à ce qui est devenu un slogan creux? Alors qu'on voit dans les manifestations des élans de solidarité, une volonté de construire un être ensemble plus respectueux, un mode collaboratif, une expression d'émotions collectives ritualisées qui témoignent de l'émergence de valeurs partagées. Et Maffezoli souligne que la société française explose peut-être encore plus que d'autres parce qu'elle a, dès la Révolution française, voulu ignorer les solidarités de proximité. Les communautés locales, territoriales, les regroupements divers qualifiés de communautaristes ou corporatistes. Et c'est très très vrai. Vous savez, dans beaucoup de pays, alors l'Allemagne et la Suisse sont des États fédéraux, et ce sont les provinces
les cantons, qui, par le principe de subsidiarité, ont l'essentiel de la souveraineté d'État. Il n'y a que quelques domaines qui sont réservés pour l'échelon fédéral ou national, si vous voulez. Et en France, il y a eu effectivement, à la faveur de la Révolution, une espèce de prise de pouvoir à certains égards totalitaire à travers la République une et indivisible. C'est, comme on dit en anglais, one size fits all. C'est la même taille qui est censée aller à tout le monde. Non, c'est pas tout à fait comme ça. Et donc, comme il n'y a pas le contrepoids de ce pouvoir territorialisé et local, ma foi, la dérive est d'autant plus grave. Et au fond, l'enjeu politique, si on passe du côté de la philosophie politique, c'est effectivement celui de cette translation inévitable entre la République une et indivisible et une res publica, une chose publique, un vivre ensemble, en mosaïque, et notamment beaucoup plus proche des lieux où les gens vivent. Et donc, il n'y a plus d'imaginaire commun entre les élites qui continuent à être dans une vision du monde totalement obsolète et moderne, et le peuple, la population, les communautés qui, elles, aspirent à autre chose et voient déjà les choses différemment. Et dans la cohésion sociale de la modernité, qui était fondée d'un côté sur un principe individualiste, chaque individu est autonome et dispose de son libre arbitre, et d'autre part basée sur une forme de collaboration essentiellement juridique, le contrat social, cette idéologie-là, la démocratie était la forme politique de cette conception du monde, ce que Hannah Arendt appelait l'idéal démocratique. Et dans cette vision des choses, le pouvoir était délégué par les individus, par le peuple, à des institutions élues, ayant pour but d'organiser la gestion du territoire, la vie commune et la cité. Mais aujourd'hui, voilà, il y a cette rupture. Alors, Emmanuel Macron, qui évidemment est aujourd'hui vraiment dans un état psychopathologique, il l'était déjà au départ, mais ça s'aggrave à la faveur de la crise, et qui est vraiment capable d'inverser systématiquement les choses dans un sens pervers, vient de le dire, en osant nommer la population n'a pas de légitimité. La légitimité, c'est la représentation nationale, alors même qu'il vient de mettre en échec la représentation nationale de manière répétée par l'article 49.3 de la Constitution, qui permet de ne pas tenir compte de la volonté de la représentation nationale. Donc vous voyez le genre de manipulation. De toute manière, la vraie puissance, la vraie légitimité, dans tout État, c'est la population, c'est le peuple. Quand même. Donc lui nie ça en disant « Non, il faut laisser la représentation nationale choisir à la place du peuple », mais en plus, il la met en échec et il la truande pour parvenir à ses fins alors que tout le monde est contre lui. Donc là, on est vraiment dans le sommet de cet abattardissement, de cette perversion, de cette décadence des institutions. Et donc, il y a aujourd'hui cette fuite en avant des élites qui sont juste complètement azimutées, et puis un peuple qui n'est plus capable de retrouver une syntonie, comme l'appelle Maffezoli. Alors ce concept est très intéressant parce qu'accessoirement il connaît un grand succès dans le domaine de la sociologie, notamment par l'œuvre de Hartmut Rosa, qui est un génial sociologue allemand qui travaille beaucoup le concept de résonance. J'ai eu l'occasion de le rencontrer récemment dans un événement co-organisé par le Collège de France où on avait été tous les deux invités à intervenir. Et en fait, Hartmut Rosa relève que notre époque de plus en plus précipitée et en accélération permanente ne nous laisse plus le temps de nous harmoniser avec nous-mêmes et avec les autres et avec le monde. Il y a une perte de résonance qui, après, favorise la fuite dans le virtuel et le développement de simulacres de réalité. Et donc, tout l'idéal moderne est orienté vers l'avenir.
nous allons vers un objectif lointain, un projet, hein, je jette en avant, il y a un avenir à construire et une société parfaite qui va en émerger. Paradis des travailleurs chez les marxistes, chez les capitalistes, cette idée que le marché est bienfaisant pour tout le monde, et puis aujourd'hui, d'une manière évidemment qui nous met un peu la puce à l'oreille, Klaus Schwab et ses sbires qui nous annoncent que nous n'aurons plus rien, ça c'est la mauvaise nouvelle, mais que nous serons heureux. Vous voyez, donc il y a cette idée qu'on va vers quelque chose. Alors que dans l'idéal communautaire, on n'est plus là-dedans. On n'attend plus une éternité glorieuse, mais on a le désir de vivre dans ce que Maffezoli appelle l'instant éternel. Hein? Ici et maintenant, en intégrant le passé, en fondant l'avenir, en intégrant la tradition et l'innovation, nous cherchons la voie d'un destin commun, ça n'est plus la flèche d'une histoire en marche, c'est une spirale où le présent, gros du passé, engendre l'avenir. Et donc, l'être ensemble dans une telle représentation des choses ne se construit pas par la projection dans l'avenir, mais par le fait d'être ensemble dans un lieu donné et de cultiver le vivre ensemble. Le lieu fait lien, rappelle souvent Maffezoli. Et Internet aidant, souligne-t-il, ce lieu territoire géographique se double de lieu territoire virtuel. Et là, c'est intéressant. C'est vrai que le meilleur antidote, et on voit tous les efforts qui sont faits pour le censurer, le contenir, le limiter, le meilleur antidote à la dérive totalitaire, c'est la diversité de ce qui circule sur Internet. Je suis désolé, je ne le ramène pas pour me vanter, mais effectivement, mes articles ont été lus à 35 millions de reprises au cours des 3 ans écoulés. L'ensemble de la presse française quotidienne tire à 350 000 exemplaires chaque jour. Vous voyez ? Donc c'est comme si tous les jours, dans toute la presse nationale, pendant 100 jours de suite, il y avait eu un de mes articles. C'est juste phénoménal comme exposition. Et comme la presse, à force de ne pas faire son travail et d'être malhonnête, perd de plus en plus de public, évidemment qui se retourne contre Internet en disant « c'est très dangereux de laisser Internet ne pas être surveillé par des gens qui savent comme nous ». Mais évidemment que plus personne de sérieux ne peut prêter attention à une telle prétention. Et donc il y a une nouvelle proximité qui se crée, qui n'est plus celle de ce que Michel Foucault appelait l'assignation à résidence. Ce n'est plus non plus l'assignation à identité, il y a aujourd'hui une diversité des identités, une diversité des tribus qu'il faut bien trouver le moyen de réguler et d'organiser. Et donc, c'est cette république en mosaïque qui est en voie d'émergence. Alors, pour citer une dernière fois Maffezoli, n'est plus accepter une politique imposée d'en haut, une politique prétendant détenir la vérité et mener le peuple vers un but défini par des élites en déshérence. Ce qu'on veut aujourd'hui, ce que la population veut, ce n'est plus ou pas une politique paranoïaque, qui depuis en haut décide, mais une politique métanoïaque. Je rappelle que la métanoïa, dans le vocabulaire spirituel, veut dire le retournement sur soi. Le retournement sur soi, c'est quoi ? C'est réintroduire de la réflexivité, une conscience de soi et une conscience de l'autre. Non pas ce que Klaus Schwab, le World Economic Forum, le Fonds monétaire international, les grandes banques, les grandes puissances, l'OTAN décident pour la population, mais ce que chacun, en tenant compte de lui-même et des autres, peut avoir envie ou vocation à créer là où il se trouve. Non pas au-dessus, mais avec. Et là, on retombe sur un concept proposé par Maffezoli il y a une dizaine, quinzaine d'années, qui est la gestion de la maison commune. La sagesse commune, qu'il a appelée écosophie. Et je crois qu'on est tous très conscients du fait que l'époque, mais les élites en particulier, manquent terriblement de sagesse, de bienveillance, d'honnêteté, de probité, mais de sagesse. Et on ne peut pas envisager durablement une société équitable, humaine, respectueuse de la dignité de chacun, si elle n'est pas portée par une certaine forme de sagesse, bien sûr qu'il s'agit de définir ensemble.
Et donc pour conclure, ce sont toutes ces perspectives que Michel Maffezoli apporte autour de la situation présente. Il ne cache pas qu'il est plutôt optimiste, qu'il ne voit pas comment la violence du délire et la fuite en avant des élites pourraient ne pas participer à ce qu'elles se démasquent. Et au fond, c'est ça. À chaque nouvelle outrance, on voit apparaître dans une lumière crue qui sont les gens qui aujourd'hui sont dans les positions de pouvoir. Ceux dont Albert Jacquard avait dit il y a longtemps « Nous créons un monde dangereux » parce que nous nommons aux positions de responsabilité soit des gens qui sont sans foi ni loi, Macron, soit des conformes. C'est-à-dire tous les petits fonctionnaires, les petits suiveurs, les dociles de caporaux de la dérive qui ne veulent surtout pas contrarier ceux qui ont le pouvoir et qui donc deviennent les chevilles ouvrières du délire. Nul ne peut prédire, souligne Maffezoli, les formes que prendront les institutions qui naîtront de ces formes nouvelles et émergentes d'être ensemble, mais il va y avoir une rupture radicale, l'émergence de quelque chose de nouveau. Il souligne aussi, et je suis d'accord avec ça, bien sûr, sans doute y aura-t-il de nombreux soubresauts et d'affrontements entre pouvoirs moribonds. Donc il va falloir s'armer de patience et savoir que nous sommes loin d'être au bout de nos peines, même si mon sentiment est que la partie est à bien des égards déjà gagnée. Mais ce que l'on peut dire en revanche, c'est que ces nouvelles formes politiques, ces formes d'une politique transfigurée, renouvelée, se lisent au jour le jour sur le plan local, dans la proxémique quotidienne et dans tous les collectifs émergents. Et donc, autant il y a ce combat d'arrière-garde, autant il y a toute une population qui reste captive de cette prise d'otage, autant il y a un fourmillement, une effervescence dans le corps social qui est déjà en train de recréer un ensemble de choses. Et comme le souligne pour conclure Maffezoli, c'est cette esthétique quotidienne, cette volonté de vivre le beau, le bon, le vrai et le juste, qui sont quand même des valeurs sur lesquelles nous devrions tous pouvoir nous rassembler, qui doit peu à peu formaliser un champ politique en adéquation avec l'époque. Je ne sais pas qui aujourd'hui aurait envie de continuer à confier les destinées du pays à Emmanuel Macron, à Gérard Larcher, voilà, aux gens de, comment ça s'appelle, le renouveau, Renaissance. Voyez, et même les partis politiques sont en train vraiment de révéler toute leur obsolescence obscène. Et donc, il va falloir un renouvellement sous une forme ou une autre. Ça va être la grande aventure de ces prochaines années, qui ne sera pas sans péril, mais comme le dit l'adage depuis les débuts de la modernité, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ça, c'était déjà l'expression de ce qui se terminait avec la modernité. Mais aujourd'hui, nous avons à créer enfin un monde désirable, un monde respectueux de chacun, un monde où la dignité humaine et l'ordre constitutionnel juste seront respectés. Et tout ce que les élites nous donnent à voir par les temps qui courent, c'est leur totale faillite, leur totale déliquescence, et pour reprendre ce terme qui, à mon sens, n'est pas erroné, leur totale obscénité. Je vous remercie. Je rappelle que cette présentation fait partie de ma masterclass « Traverser les crises en stimulant nos ressources de vie ». Il est possible de s'y abonner au tarif habituel de 19 € par mois. Vous avez 2 livraisons de contenu de cet ordre chaque mois. Il y a un abonnement de faveur à 9 € par mois. Et pour les personnes qui ne pourraient pas, du fait de leur situation matérielle, vous avez la possibilité de vous inscrire gratuitement. N'hésitez pas à le faire si ce genre d'éclairage vous parle. De toute manière, je suis évidemment reconnaissant aux personnes qui me permettent de vivre de mon travail, mais ma préoccupation principale reste de générer du contenu qui puisse circuler le plus largement possible, être accessible aux personnes que cela peut intéresser. Donc, n'hésitez pas, le cas échéant, à me rejoindre dans le cadre de cette masterclass. Vous aurez par ailleurs accès à tous les modules qui ont déjà été produits. Et puis, je rappelle que j'avais une première masterclass post-Covid dans laquelle j'abordais les questions de salutogenèse, de manipulation, de comment se positionner face à ça, qui, elle, est entièrement gratuite. Et donc, si vous ne la connaissez pas encore, vous avez les liens en dessous de cette vidéo. Merci beaucoup. À bientôt.